En français, allez, Et en à français, Nicolas en en anglais. français. Non, on va le faire en français. Donc, bienvenue à toutes et tous. Merci de participer à ce nouveau webinaire. Je pense que c'est le 125e ou quelque chose comme ça, Adeline, qui illustre bien la dimension éclairée de l'action de France Éclat, hein. L'idée, c'est d'essayer d'anticiper ce qui pourrait arriver. Et c'est vrai que New York est une bonne source d'inspiration historique. On dit toujours que ça commence aux États-Unis, que ça termine ensuite en Europe et au-delà. Donc on a organisé plusieurs expéditions à New York avec l'UBH à l'occasion des différentes éditions de la National Retail Fair pour explorer à la fois la dimension techno de cette foire, hein, c'est très assumé, c'est cet angle techno, et une expérience en magasin avec à chaque fois un retail tour et en emmenant à chaque fois une vingtaine de personnes qui avaient rejoint cette expédition. Au fil des ans, du coup, on a un petit peu de recul. On a vu quelque part, et c'est ma lecture un peu des choses, de mon expérience sur place, le déluge des écrans. À un moment donné, il y avait des écrans partout, plus ou moins interactifs, plus ou moins en panne parfois. On les a vus aussi s'effacer au profit d'un processus de vente et d'un vendeur augmenté quelque part, soutenu par tout un ensemble de solutions techniques plus en back-office. Donc une évolution assez frappante en magasin. On voyait beaucoup moins d'écran et la techno beaucoup plus dissimulée, beaucoup plus en soutien. Du coup, en 2026, on fait nos expéditions tous les 2, 3 ans. Donc en 2026, nous avons passé notre tour, mais nous avions Nico qui était notre accompagnateur de l'édition précédente et qui lui, il va chaque année. Et ce qui est bien avec Nico, c'est qu'il nous connaît. Il connaît un peu nos attentes. Il connaît bien aussi tout ce milieu de la NRF et son côté techno. Et en plus, il a un enthousiasme qui fait du bien dans le climat d'incertitude qui est le nôtre. Nico, à vous. Merci pour cette introduction. Je sais pas si je vais être aussi enthousiaste, en tout cas de manière positive, après cette édition. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. Donc, je partage juste mon écran. Hop, tac. Et normalement, vous devez tout voir. C'est bon? C'est bon. Super. Donc effectivement, j'ai la chance de vous avoir accompagné l'an dernier et puis d'être à ma 15e, je crois, édition de la NRF, mais aussi de faire d'autres salons comme le CES de Las Vegas ou voilà, la semaine dernière, j'étais à Austin pour un festival technologique qui s'appelle South by Southwest. Donc je dois avouer, j'ai picoré 2, 3 petits sujets aussi que j'ai intégrés dedans de ce que j'ai pu voir sur ces différents salons pour alimenter le contenu et le discours. Donc la grosse question qu'on se pose évidemment tous aujourd'hui, c'est quel sera le commerce à l'heure de l'IA, parce que le sujet c'est pas vraiment ce que va faire de l'IA. Pour ceux qui me connaissent pas, donc effectivement, je me suis occupé de la veille, la prospective chez BNP Paribas et dans le retail pendant une quinzaine d'années. Aujourd'hui, je suis à mon compte et pour ceux qui aiment le basket, on en avait parlé, j'ai aussi une équipe de basket 3-3, donc professionnelle. N'hésitez pas en off si vous avez des questions sur le sujet. Donc, on assiste aujourd'hui à une véritable guerre ouverte autour de l'intelligence artificielle, qu'elle soit entre les acteurs technologiques, qu'elle soit entre les pays, et évidemment, ça, c'est en train de redéfinir pas mal de choses dans l'écosystème économique au sens large. Donc, tout d'abord, on assiste, et ça c'était donc la semaine dernière à Austin. Là, tous les experts s'accordent pour dire on n'est pas dans un simple outil, on est vraiment dans une restructuration fondamentale du monde de l'entreprise, de l'organisation des entreprises, de l'organisation du monde du travail, dont on a des échelles de temps aussi qui se réduisent. C'est-à-dire que grâce à l'intelligence artificielle, on est tout de suite dans le POC, dans le fait de pouvoir tester des prototypes et qu'on réduit le temps de prototypage. On le démultiplie aussi les types de prototypes et que la valeur ajoutée n'est pas dans le fait de créer un prototype, mais de bien le sélectionner, de bien le paramétrer. Et après, ça permet de dérouler beaucoup plus vite sur la partie industrialisation. Et donc, on est en train de revoir en fait le système même de management où, pour la plupart, tous s'accordent à dire que demain, on sera dans l'orchestration d'allocation de ressources, quand on sera un manager, entre les ressources humaines et les ressources IA pour accomplir des tâches. Donc là, c'est vraiment sur une vision très macro. On a quand même des outils, et là, moi, je vous l'encourage
tous, quel que soit votre niveau d'éducation technologique ou même votre niveau en termes d'entreprise, que vous soyez une PME ou un grand groupe, que vous soyez décideur ou exécutant, peu importe, de tester Claude d'Anthropic, qui est vraiment un vrai, comme disent les Américains, game changer. On change la donne. On a vraiment un outil qui permet de créer rapidement, par exemple, un site web, de créer un applicatif, d'exécuter des tâches, voire d'automatiser potentiellement des tâches. Donc là, il faut être un peu plus technophile là-dessus. Mais sans savoir coder, vous pouvez créer demain un prototype de site web ou un prototype d'application pour votre business personnel, professionnel. Vraiment, moi je vous encourage à utiliser au maximum cet outil-là. La version gratuite est amplement suffisante pour s'accoutumer à la puissance de l'outil et voir ce qu'il est capable. Et là, si vous êtes beaucoup plus geek, vous avez un autre sujet qui fait le débat et qui fait le buzz aujourd'hui aux États-Unis. C'est OpenClaw. Alors, qu'est-ce que c'est OpenClaw? OpenClaw, c'est un agent que vous allez pouvoir déployer sur un ordinateur. Alors, je vous conseille de prendre un ordinateur sans données personnelles dessus, sans accès à vos sites mail et autres, parce que lui, il va se connecter à tout, il va tout lire sur un PC, donc il faut vraiment un PC dédié à ça. Et vous pouvez lui dire d'aller exécuter des tâches. Donc, c'est comme si vous aviez un assistant, un employé qui va travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour exécuter des tâches. Donc ça peut être de faire de la veille technologique, ça peut être de benchmarker des concurrents, ça peut être de sourcer des fournisseurs sur tel ou tel type de produit. Bref, c'est vraiment un collaborateur à part entière et ça c'est très très puissant. Et pour plein d'experts, c'est vraiment après ChatGPT, on va dire en 2022, c'est vraiment la nouvelle rupture technologique dans l'intelligence artificielle en 2026, c'est OpenClaw et qui est pour eux l'équivalent de l'arrivée de ChatGPT, qui fera que demain à terme, on aura tous un agent IA personnel individuel qui va exécuter des tâches de shopping, de booker des vacances et ainsi de suite, parce que lui, il peut exécuter des tâches et pas simplement répondre à des questions comme ChatGPT. Le souci, c'est que quand on utilise trop ChatGPT au quotidien, notamment pour exécuter des tâches à faible valeur ajoutée, donc c'est-à-dire en tout cas dans son usage, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas à ce qu'on va lui demander, on lui dit oui juste un petit prompt simple, un peu feignant pour exécuter telle ou telle tâche. Donc dès lors qu'il n'y a pas de réflexion en amont sur ce qu'on va demander, eh bien on voit qu'il y a une activité cérébrale qui diminue de à peu près 52% au niveau cognitif du cerveau humain. Donc les risques, c'est que si on délègue à ChatGPT ou aux IA génératives pas mal de choses et on délègue notre réflexion, ça veut dire qu'on va avoir moins d'activation cérébrale et peut-être qu'à terme, on va générer des populations un peu comme dans le film Idiocratie que je vous encourage à voir, où effectivement on aura une réflexion de plus en plus basse, et on sera de plus en plus bête quelque part. Donc attention à l'usage de ChatGPT, il faut vraiment l'utiliser pour augmenter nos capacités, augmenter nos connaissances et l'utiliser à titre comme des experts, c'est-à-dire que notre facteur et notre valeur ajoutée, c'est notre expertise, votre expertise de la bijouterie, de gérer un magasin, de gérer des enseignes. Et ça, quand vous avez demandé à ChatGPT d'exécuter des tâches, il faut lui redonner, il faut donner tous ces éléments de contexte dans le prompt et réfléchir comme un professionnel quand vous l'utilisez. Il y a une autre question qui se pose, c'est on voit cette guerre de l'IA qui approche entre l'Amérique du Nord, l'Europe, un bloc sino-russe, donc Chine-Russie, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud, le Middle East, l'Afrique, et peut-être que demain on va aller vers une fin de la globalisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, et on aura des ruches IA, des ruches culturelles, des ruches géographiques, des ruches économiques qui seront plus ou moins fermées ou plus ou moins ouvertes, suivant comment on veut prendre le sujet. Et moi je pense, alors ça c'est très personnel, hein, je pense qu'on arrivera effectivement à un monde scindé en 5 ou 6 pôles, orchestrés autour d'IA, culturels, comme je vous le disais, réglementaires, qui seront très variés et qui vont faire que la globalisation telle qu'on la connaît aujourd'hui va changer et on aura des hubs
géographique dans lequel il n'y aura pas de sujet, on aura des IA qui vont fonctionner très très bien avec des vrais flows, et d'autres où ce sera plus compliqué parce que culturellement et réglementairement, ça fonctionnera moins bien. Donc on aura peut-être une dissociation du monde tel qu'on la connaît aujourd'hui. Donc ça va aussi avoir des impacts évidemment sur toutes les chaînes logistiques, notamment dans la bijouterie, quand on s'approvisionne dans différentes zones du monde, ça pourra potentiellement avoir différents impacts demain, dès lors que cela sera délégué à des IA. Et notamment en Chine, vous avez une IA d'Alibaba qui s'appelle Axio, qui vous permet de chercher des fournisseurs. Donc vous avez une sorte de chat GPT pour trouver des fournisseurs. Sincèrement, testez-le, ça s'appelle Axio, A-C-C-I-O. Vous allez voir, c'est bluffant. Moi, je l'ai fait sur le textile. Ça fait même les études de marché. Bref, c'est assez dingue. Je vous laisse découvrir ça. Alors la vraie question, c'est après tout ce que je viens de vous dire, qui est pas très positif, qu'est-ce qui va rester à l'humain? Heureusement, nous l'humain, il nous reste la partie de l'intuition, la partie culturelle, aussi la dimension de compréhension du monde réel. L'IA n'y est pas encore. Ils y travaillent avec ce qu'on appelle les world models, mais on n'y est pas encore. Donc là, il y a énormément de choses encore où l'humain a la capacité de se différencier de l'IA et d'apporter une valeur ajoutée. Et c'est sur ce sujet, évidemment, qu'il faut travailler. Et vous voyez le côté live experiences et cultural knowledge. Évidemment, ça fait du sens quand on a des magasins en physique parce que vraiment, c'est le cœur et le nerf de la différenciation versus un agent IA qui ira m'acheter une bague pour ma fiancée, ma femme, ou des bijoux pour la communion de mes enfants, et ainsi de suite. Donc, quand je vous ai parlé macro, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire les consommateurs à l'heure de l'IA? Eh bien, on a déjà une hyper longévité des populations. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais 2025, c'est la première fois aux États-Unis qu'on a plus de personnes de 65 ans que de personnes de moins de 18 ans. Ça va être la même chose en Europe. Faut savoir qu'en Europe, 20% de la génération Z, donc des moins de, en gros, de 30 ans, va vivre jusqu'à 100 ans. Qu'une petite fille née en 2025 a 50% de chance de vivre au-delà de 104 ans. Donc ça veut dire aussi que vos métiers, les métiers d'accueil, de retail, de business, à long terme, vont devoir s'adapter à ce vieillissement des populations sur l'accessibilité, sur même les produits, la facilité d'usage, le côté mécanique aussi. Donc il y a énormément de choses qui vont arriver, qui vont changer la donne sur les décennies à venir. On n'y est pas encore, mais on commence à le voir en tout cas en termes démographiques, même en France, qui vont impacter évidemment le business de près ou de loin. On a un paradoxe numérique sur cette génération, c'est-à-dire qu'on a 71% des consommateurs qui souhaitent plus d'IA générative intégrée aux expériences d'achat. On a 58% qui ont remplacé quelque part les moteurs de recherche par les outils de GenAI. Quand on demande, de plus en plus de gens demandent à ChatGPT, posent une question à ChatGPT, alors qu'avant on l'a posé à Google. Ils sont de plus en plus sur les écrans. Pour autant, ils sont près de 80% à être submergés, à déclarer être submergés par un trop grand nombre de choix de produits. Ils sont 80% à vouloir se déconnecter plus facilement des appareils numériques. Et ils sont plus de 80% à affirmer que toucher et tester le produit est un facteur déterminant. Donc on a un peu ce paradoxe où je veux tout digitaliser, je veux tout demander à l'IA, tout déléguer à l'IA, mais en même temps j'ai besoin de me reconnecter au monde physique. Et il y a un chiffre qui est dingue. Alors pour ceux qui courent à pied, font la course à pied, vous connaissez certainement Strava, l'application de running. Ben vous savez que 50%, quasiment 50% des utilisateurs se connectent pour des raisons sociales. Nous avons besoin de relations sociales, nous avons besoin nous reconnecter, et ça c'est pas anodin. Et tout ça, ce paradoxe-là, je pense que c'est des vraies opportunités pour redonner du sens à l'expérience et à la relation client physique en magasin, au-delà de l'aspect numérique digital. Pour autant, ça vient du CES, et ça touche de près ou de loin vos business. On a une démultiplication des outils qui ont de l'IA générative directement dans ces devices. Donc ça peut être un pendentif, ça peut être un bracelet, qui du coup va écouter en temps réel tous vos échanges qu'on peut avoir, les discussions, et ainsi de suite, et vous faire un résumé chaque jour de ce dont vous avez discuté, à titre personnel dans la rue ou même en réunion.
On peut aussi ajouter sur son téléphone des petits capteurs qu'on appelle des plods et qui va enregistrer les discussions et qui va vous faire un résumé, ainsi de suite. Donc ça, c'est en train d'arriver. Peut-être que demain, alors je le souhaite pas, hein, à titre personnel en tout cas, mais dans vos bijouterie, comme dans l'optique, on a de plus en plus de lunettes connectées, avec les lunettes Meta, par exemple, Ray-Ban, mais plein d'autres qui arrivent. Peut-être que demain, à terme, vous arriverez à vendre ces petits devices connectés avec des IA embarqués qui vont enregistrer toutes les discussions qu'on peut avoir. Ce qui est horrible pour la vie privée. Je pense que l'Europe va vite réglementer le sujet aussi, parce que là, du coup, ça devient très compliqué de savoir qui nous écoute, comment, quoi et qu'est-ce qui va être fait des usages et des propos qu'on tient. Voilà. Donc il y a des vrais sujets là-dessus. Ça va peut-être arriver dans le monde de la bijouterie. Je voulais juste vous présenter ça parce que ça a été vraiment le sujet phare du CES 2026. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire au niveau du commerce? Eh bien, au niveau du commerce, comme je vous le disais, on change l'operating system, le système d'exploitation, et ça c'est à la NRF, donc à New York en janvier. Sundar Pichai, le grand boss de Google, est venu sur scène annoncer l'UCP, le Universal Commerce Protocol, qui est le concurrent d'OpenAI et son ACP, qui est un protocole aussi de commerce, et lui se veut plus ouvert, plus flexible, et qui va permettre du coup aux retailers de vendre en direct via Google Gemini, donc qui est l'intelligence artificielle qui est l'équivalent de ChatGPT mais pour Google, qui va permettre aux consommateurs de dire voilà, je voudrais acheter un bracelet ou une montre pour ma compagne, pour mon compagnon, avec telle et telle spécificité, et c'est l'IA qui va aller faire de la curation et qui va remonter 3-4 montres et que j'aurai la capacité, en fonction des stocks, d'aller soit le récupérer dans le magasin à côté de chez moi, soit de me le faire livrer à la maison et sans sortir de Gemini, de le payer et d'avoir le suivi de commande, de préparation directement dans l'IA générative. Donc ça, c'est un vrai changement de l'e-commerce quelque part. Ça va peut-être annoncer la disparition aussi des sites e-commerce tels qu'on les connaît aujourd'hui, où on aura plus des sites e-commerce optimisés pour ces protocoles, pour qu'ils aient accès au stock, qu'ils aient accès à l'information produit, qu'ils soient référencés, qu'ils montent bien en premier et pas en dernier quand je fais une recherche produit. Bref, ça change la donne aujourd'hui de visibilité du retail, du commerce, via les agents IA, parce que comme je vous l'ai dit, de plus en plus de gens utilisent ChatGPT, Gemini, Perplexity pour faire des recherches de produits, pas forcément pour faire de la transaction aujourd'hui, mais pour faire de la recherche de produits, de l'information. Via ces biais-là, donc comment votre marque, comment votre produit ressort quand il y a des recherches via l'IA générative. Donc ça, c'est un vrai changement aussi. On parlait de SEO sur les moteurs de recherche, on parle de GIO pour les agents IA pour être référencés, donc ça va changer la structuration aujourd'hui des sites e-commerce. Donc des sites e-commerce qui vont, comme je vous disais, pouvoir via le GIO et via le protocole UCP donc de Google. Et il y a déjà des retailers donc, qui se sont mis d'accord avec eux, donc Etsy, Shopify, Walmart et ainsi de suite. Donc ils vont se connecter au stock, ils vont avoir le pricing, ils vont pouvoir se connecter au programme de fidélité, savoir si vous êtes encarté Carrefour par exemple ou pas, quand est-ce que c'est mieux de vous livrer, quand est-ce que vous êtes à la maison, bref. Tous ces éléments-là vont être intégrés dans l'IA et peut-être que demain, donc si je crois ça avec OpenClaw que je vous ai parlé au début, eh bien j'aurai un agent IA qui fera mon shopping de manière automatique. Donc pour ma part, il saura que j'ai 4 filles qui ont 17, 13, 9 et 5 ans, avec leur date d'anniversaire, et peut-être que chaque fois, 2-3 semaines avant l'anniversaire, il ira faire du shopping pour le cadeau qui va bien, et l'agent IA ira peut-être scanner alors les réseaux sociaux de ma fille de 17 ans, parce que les autres n'ont pas, pour savoir ses sujets de prédilection, et lui acheter automatiquement un cadeau. Alors ça déshumanise la chose, mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui iront sur ces éléments-là, en tout cas pour se simplifier la vie. On a une course au commerce agentique. Donc le commerce agentique, c'est exactement ce dont je viens de vous parler avec l'UCP et l'ACP de Google et d'OpenAI. Et on a de plus en plus de consommateurs qui vont même en magasin prendre des photos des rayons grâce à la reconnaissance d'image, poser des questions à ChatGPT sur, par exemple, quelle est la meilleure crème solaire, et ainsi de suite. On a eu énormément d'annonces ces derniers mois sur le fait de pouvoir automatiser l'achat
via les plateformes d'IA générative comme OpenAI, comme Gemini, comme je viens de vous parler. Et quand on regarde les annonces, ça va dans tous les sens. Tous les acteurs du paiement se mettent dessus. Stripe, Mastercard, Visa facilitent le fait de pouvoir payer via ce canal qui est le commerce agentique, donc via les agents IA, via les ChatGPT, les Gemini. Donc on a créé un nouveau canal de consommation qui se superpose à l'existant. On parle de social commerce, on parle de e-commerce, on parle de consommation en magasin physique. Et bien maintenant, on va parler de commerce agentique via les plateformes d'IA générative. Donc on démultiplie les accès, et ce qui va complexifier évidemment le métier des retailers, parce qu'il faut pouvoir permettre l'accès à ces datas, évidemment. Les marques, je vous disais, se plongent dessus, notamment aux États-Unis, avec des Instacart, des Etsy, des marques comme Coach, Urban Outfitters, Anthropologie, ainsi de suite. Et on a des acteurs du retail qui ont doublé, en tout cas, leur adoption de l'IA dans leurs entreprises, dans le business, au sens large, aux États-Unis ces derniers mois, avec notamment plus de 40% à peu près 40% des retailers qui disent avoir intégrer des outils d'IA générative dans leur process, dans leur business au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète? C'est par exemple chez Klarna, donc l'opérateur de Buy Now Pay Later, le fait d'avoir voulu automatiser son centre de relations clients avec un agent IA qui pouvait faire le travail de 800 humains, sauf que ça a été fait dans une logique de réduction de coûts, pas forcément d'amélioration de l'expérience au niveau des relations clients. Eh bien, ils sont revenus sur le sujet parce qu'aujourd'hui, ils réembauchent des collaborateurs humains pour leur centre d'appel, pour prendre en main cette relation client. On a L'Oréal aussi qui utilise l'IA et là qui fait un mix des deux. Eux, ils font même un mix des trois. C'est-à-dire que ils ont des opérateurs, des salariés, ils ont des IA et ils ont aussi des ambassadeurs qui rémunèrent, donc des clients qui vont répondre à ces questions-là. Donc on a un mix hybride client, opérateur humain et opérateur IA pour gérer la relation client à distance. Et je trouve que c'est plutôt intelligent parce qu'évidemment l'IA est très intéressante pour répondre à des questions comme l'ouverture des magasins. Maintenant, quand c'est sur un suivi, un problème de réception de produits, ainsi de suite, où il faut faire rentrer en jeu la garantie et autres, fondamentalement, je préfère parler à un opérateur humain. Donc c'est un mixte à trouver. Et juste mettre de l'IA pour faire du cost killing et réduire les coûts sans apporter de valeur ajoutée, je suis pas sûr que ce soit bénéfique à long terme. Et Klarna nous l'a prouvé. Pour autant, si vous lancez un agent IA qui va répondre au téléphone, par exemple, et qui va faire du dispatch entre qu'est-ce qui va être répondu par l'IA, qu'est-ce qui va être répondu par l'opérateur humain, eh bien, dites-vous que cette IA, c'est votre image de marque. Donc, il faut aussi la personnaliser. Il faut la customiser, il faut qu'elle réponde à vos valeurs, à qui vous êtes. Alors, si vous êtes une petite entreprise, vous pouvez même le faire pour pas très cher, en clonant votre voix, en faisant un double numérique de votre voix pour répondre et automatiser peut-être la réponse à certaines questions. Donc ça, c'est des choses très intéressantes qu'il faut travailler, bien évidemment. Vous avez une société comme Decathlon qui fait ça très bien pour plein de grands acteurs. Vous pouvez utiliser des outils comme Eleven Labs pour tester des choses. Et puis, demain, on aura quoi? On aura une IA embarquée dans notre téléphone qui va remplacer Siri et qui va clairement pouvoir prendre la main sur votre téléphone. Donc ici, par exemple, on lui a demandé d'acheter un chargeur pour téléphone, en parlant au téléphone, et lui directement, il a été ouvert Amazon, faire une recherche, ajouter un produit au panier, et demain, avec les agents IA, j'aurai peut-être même plus besoin de valider cet achat, ça se fera de manière autonome. Donc vous voyez que l'interface utilisateur devient aussi la voix sur mes devices. Plus simplement le fait de scroller, d'utiliser mon pouce et mes doigts pour interagir avec mon téléphone. Demain, tout se fera à la voix. En tout cas majoritairement. On voit de plus en plus d'utilisateurs également utiliser la voix sur ChatGPT ou Gemini. Et là, je pourrais lancer des actions directement par la voix. Je pourrais demander à mon ordinateur de me sortir le bilan annuel, les 5 derniers bilans annuels, de faire un comparatif
de me sortir les stocks en temps réel de tel ou tel produit, tout ça à la voix sur mon téléphone, avec une application qui prendra la main, un agent qui prendra la main sur ça. Donc ça va vraiment changer aussi votre façon de travailler, d'interagir à titre personnel, mais aussi à titre professionnel. Donc qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes d'outils? Eh bien, quand on était sur la NRF, eh bien, énormément d'outils IA, notamment sur le fait de pouvoir adapter ses prix en ligne de manière automatique. C'est-à-dire que j'ai un agent IA que je vais paramétrer qui va benchmarker toute ma concurrence en temps réel et qui adaptera les tarifs en fonction des règles que je lui aurai définies sur mon site e-commerce, par exemple. Le fait aussi de se dire, adapter en fonction de qui visite mon site, les promos auxquels ils ont droit. Donc on va automatiser tout ce côté promotionnel, pricing, avec des outils IA. Donc là, je vous en ai mis deux, Promis et ProfitMind, mais il y en avait des dizaines sur la NRF cette année. Le fait aussi que je vous ai parlé de la voix comme outil d'interaction homme-machine quelque part, eh bien on le retrouvait aussi sur la NRF, c'était assez dingue. Alors c'est pas terrible pour la vie privée, notamment en magasin, et ça fait écho aussi au petit device que je vous montrais sur le CES avec les bijoux connectés dans lequel il y avait du chat GPT, de la reconnaissance vocale. Eh bien là on a des acteurs comme Ethosphere qui permettent d'équiper d'un petit micro des collaborateurs en magasin et d'analyser comment ils parlent aux clients pour derrière les coacher, les former, les optimiser quelque part au process de vente. Alors ça n'enregistre que ce que dit, évidemment, en tout cas ça garde les datas que ce que dit le collaborateur et ça réagit en temps réel à ce que dit le consommateur, mais ça ne garde pas l'audio du consommateur pour l'instant. En tout cas. Et puis vous avez VoiceBox, là qui permet de laisser des avis vocaux sur des marques. Vous avez également la même chose en France avec une société qui s'appelle Echo, qui permet de laisser des avis vocaux qu'on va utiliser derrière sur des sites e-commerce ou même en magasin physique avec un petit QR code sur un produit pour accéder à un avis d'un client qui est votre meilleur ambassadeur en magasin physique. Donc ça, c'est une façon d'utiliser la voix aussi, de redonner un peu d'émotion par ce biais-là et d'utiliser aussi la sémantique. Les gens sont beaucoup plus dithyrambiques en laissant un avis vocal versus un avis texte. Ils sont un peu feignants pour taper, un peu moins pour le fait de parler. Donc peut-être des choses aussi à tester, utiliser dans vos business. On a une société qui a évolué, on l'avait vu l'an dernier, ils sont renommés, s'appelle NXN Labs maintenant, et qui permet de créer des contenus d'IA générative pour faire des pubs. Ça marche très bien aussi sur les montres, sur les bijoux. On avait testé l'an dernier, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient à la NRF à New York. Et là, ils ont passé à la vitesse supérieure. Ils travaillent avec beaucoup de marques de luxe maintenant. Donc toujours intéressant de pouvoir automatiser quelques contenus, en tout cas pour les réseaux sociaux, qui est un vrai sujet qui impacte la création de contenu, qui automatise et qui simplifie aussi cette création de contenu avec des codes bien définis en fonction des plateformes là qui sont intégrées directement dans l'outil d'IA générative. On a les CH virtuels. Alors moi ça fait des années que je teste. Ça fait des années que je suis hyper déçu. Et là, alors c'est pas la NRF, c'était au CES, mais une société qui s'appelle AI Newport, qui fait quelque chose de dingue grâce à l'IA générative. Alors vous voyez, j'étais en mode un peu salon, hein, donc un petit pantalon de chino, des baskets, un sweat. Il me prend en photo et directement il me permet de faire de l'essayage virtuel de tenue grâce à l'IA générative. Et vous voyez, si vous faites attention aux détails, j'ai un petit ventre, eh bien le vêtement s'adapte à ma morphologie, au fait que j'ai ce petit ventre. Le badge est hyper bien détouré, on ne voit pas, il bouge derrière. Il me faisait une vidéo où je pouvais me voir à 360 degrés pour voir la tenue. Les chaussures sont impeccables. Il avait déterminé ma pointure. Bref, assez dingue ce qu'on peut faire en termes d'IA générative. Et puis derrière, alors ils ont fait un petit film farfelu où je faisais de la licorne magique, je me baladais et ils m'ont même ajouté des cheveux pour la petite blague. Mais on peut faire énormément de choses, énormément d'activations aussi ludiques, drôles, en magasin physique par le biais de ces outils d'IA générative, tout simplement en testant potentiellement de l'essayage virtuel. Donc là, c'est sur de la mode. Alors sur les bagues, les bijoux, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, c'est pour vous montrer que ça avance énormément et c'est la première fois que je suis bluffé par ce biais-là. Et puis, je vous parlais de consommateurs qui demandent de plus en plus de choses à ChatGPT.
Eh bien, dans les centres commerciaux, donc ça c'est en Finlande, on avait parlé de la Finlande tout à l'heure avec Hervé et des petits robots livreurs, eh bien ça c'est dans un shopping mall, dans un centre commercial en Finlande, eh bien je peux poser des questions sur les magasins. Donc moi j'ai testé, je voulais charger mon téléphone, j'avais plus de chargeur, où est-ce que je pouvais charger mon téléphone? Eh bien il m'a donné la direction pour aller dans une boutique de réparation de smartphone, non pas pour acheter un téléphone, mais pour demander au staff sur place de pouvoir charger mon téléphone pendant 10 minutes, parce que en fait c'est quelque chose qu'ils font. C'est pas forcément marqué sur leur site e-commerce ou sur leur site web, mais l'IA le savait, et du coup, ça avait été renseigné par le magasin, et du coup, ça permet de générer du trafic. Donc demain, ça permet aussi de se dire, voilà, je cherche une montre, je sais pas moi, allez, soyons fous, je cherche une Rolex dans un shopping mall à Dubaï, dans quel magasin tu me conseilles d'aller, et ainsi de suite. Peut-être un magasin Rolex ou pas d'ailleurs, ou quelle montre est à la mode en ce moment, quelle marque est à la mode, moi j'y connais rien, parce que tu peux me guider. Et tout ça dans le centre commercial. Donc c'est aussi des choses à travailler derrière. Ça va certainement arriver très prochainement dans la plupart des centres commerciaux. Donc il va falloir s'intégrer dans ces écosystèmes. On a la même chose aussi pour les collaborateurs. Donc ça, c'est une conférence de Kroger, donc qui est un retailer alimentaire, food aux US, et qui lui a fait une sorte de chat GPT pour ses collaborateurs. Donc il délègue la partie RH à l'IA. Et là, le collaborateur peut poser toutes les questions qu'il veut sur la pause de vacances, changer ses horaires, et ainsi de suite. Tout se fait de manière autonome. Je vous ai parlé de la recherche. Aujourd'hui, l'IA comprend énormément de choses, mais pas tout. Par exemple, il y a une marque de chaussures qui s'appelle White, W-Y, avec un W-Y, pas comme la couleur où c'est W-I. Et donc, on peut lui demander des white boots. Lui, il va comprendre des chaussures blanches et pas forcément la marque White. Et derrière, optimiser ça pour vos moteurs de recherche, sur vos sites e-commerce. Donc là, c'est une société qui s'appelle Simulate, pardon, et qui intègre un LLM dédié, entraîné sur les produits des retailers, pour que le moteur de recherche soit hyper optimisé et il n'y ait pas de bug dans la recherche de produits. Donc c'est intéressant aussi pour améliorer l'expérience en ligne. Logistique, sans logistique, pas de business. Alors là, on est dans l'automatisation à tout va. C'est ce qui ressortait de tous les salons, notamment de la NRF. La NRF, il y a même Ocado, qui est un retailer anglais, qui a été un des premiers à automatiser ses stocks avec des robots. En tout cas, le picking, la préparation de commandes. Et là, ils étaient là pour vendre en marque blanche leurs robots de préparation de commandes auprès d'autres retailers alimentaires ou dans l'électronique, et ainsi de suite. Donc c'est assez dingue de voir ces éléments-là. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que dès qu'il y a un robot bug, en fait, un opérateur humain prend la main, réentraîne le robot, et ensuite le robot réentraîne tous les autres robots autour de lui avec qui il est connecté en réseau pour corriger ce bug et qu'il n'arrive pas sur un autre robot. Là, énormément de robots au CES. Alors, je vous parle pas de la nage, du CES de Las Vegas. Il y avait 530 exposants robotiques, 30 à peu près autour de la robotique humanoïde, et on arrive aujourd'hui à des choses très très bluffantes sur les chaînes logistiques, à avoir des opérateurs robots comme ceux-ci qui vont changer la donne, et qui vont changer la donne à tel point que demain, il y a des projets comme Autolane là qui étaient présents à la NRF, où on aura des voitures autonomes qui feront la livraison du dernier kilomètre, et tous les produits seront mis au drive dans les coffres des voitures autonomes ou des gens qui passeront au drive par des robots humanoïdes, comme celui-ci qui est le robot de Boston Dynamics, qui appartient maintenant à Hyundai en Corée, et qui va être déployé dans toutes les usines de construction automobiles de Hyundai à partir de la fin d'année 2026 sur 2027, et ensuite Hyundai sur 2029-2030 va vendre ce robot à des tiers. Donc on est en train d'avoir une robotisation du travail manufacturier qui arrive. Alors, on est très loin de pouvoir avoir des robots qui créent des bijoux, en tout cas avec le toucher et la créativité d'un être humain. Pour autant, sur des opérations logistiques, ça devient intéressant sur le port de charges lourdes, répétitives, ainsi de suite. Le robot que vous voyez en vidéo, il peut porter jusqu'à 20 kilos. Et lui, il n'est pas fatigué. On a déjà des usines en Chine qui ont été testées où elles travaillent 11 heures non-stop, parce qu'après, il faut recharger les robots. Donc, pas de lumière,
pas de chauffage, parce que les robots, ils s'en fichent qu'il fasse froid ou pas. Donc ça change aussi le business économique. Les robots, aujourd'hui, d'entrée de gamme, vont coûter sur les robots humanoïdes, entre 30-40 000 euros jusqu'à 300-400 000 euros pour certains. Mais ça va changer et ça va avoir un impact monstrueux sur le monde du travail, à tel point que la Chine, le gouvernement essaie de mettre un petit peu un holà et va peut-être même réguler, parce que si la main-d'œuvre chinoise n'a plus de travail, comment on fait demain, ça va être problématique. Bref, il y a des gros sujets qui arrivent sur le sujet de la robotique. Livraison par drone, ça se déploie. C'est plus trop un fantasme. C'est très déployé en Chine. D'ailleurs, on avait parlé avec Hervé. Ça se déploie aux États-Unis, notamment avec Walmart, et qui utilise ces magasins comme hub logistique, comme centrale aussi d'opération pour l'atterrissage, décollage des drones, la préparation de commandes. Et ça, c'est plutôt pour une livraison dans les campagnes américaines, autour des Walmart, à quand même quelques dizaines de kilomètres, dans des zones où il y a quand même de l'espace. C'est pas fait pour le centre-ville aujourd'hui, mais ça se déploie. Donc c'est intéressant de voir ces éléments-là. Alors qu'en Chine, par exemple, eux, ils le font en centre-ville, mais ils ont des hubs en centre-ville, d'où les drones décollent et où ils atterrissent, où les gens peuvent récupérer leurs commandes à proximité de leur domicile. Et puis, ça c'est la conclusion sur cette partie-là, automatisation. C'est Jensen Huang, le CEO de Nvidia, qui a dit, et je l'ai entendu, j'étais là, ça a fait froid dans le dos, il a dit, les usines de demain seront juste des robots géants, gérant des robots de plus petite taille, avec de l'IA au cœur du système. Donc pas très encourageant pour l'emploi des jeunes générations, pour les emplois non qualifiés, mais aussi pour les emplois qualifiés. Et donc ça va avoir un impact. Et je ne suis pas sûr qu'en termes de société, nous soyons prêts à ces révolutions-là, et qui vont arriver à vitesse grand V. Puisque Jensen Huang, il faut savoir que l'an dernier, il avait dit qu'il y aura un moment de ChatGPT pour la robotique d'ici 2 à 3 ans. Et en fait, ce moment de ChatGPT est arrivé cette année en moins d'un an. Donc tout s'accélère, tout va très vite, à tel point que même les grands ponts de la tech sont pris de vitesse. Donc c'est juste dingue de voir ce qui se passe sur ce côté-là. A contrario, et pour contrebalancer toute cette hyper-automatisation, cette froideur de l'IA, en fait, on voit aujourd'hui qu'on veut redonner de la place à l'humain, on veut redonner de la place aux relations sociales dans le business, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, tout automatisé, ça déshumanise, et on perd de la valeur, on perd du sens. Et donc là, je pense que le contrepoids de cette hyper-automatisation sur certains types d'opérations, ça sera la réhumanisation de beaucoup d'expériences dans le business, et notamment dans le retail. Reddit, vraiment à voir, à tester pour vous, notamment si vous êtes une marque, une enseigne, parce qu'il faut savoir aussi que les IA génératives s'entraînent sur les données de Reddit. Et là, on a de plus en plus de marques qui se mettent dessus pour répondre aux questions des collaborateurs, aux questions des clients. Et vous pouvez me lancer une IA comme OpenClaw ou Claude pour faire de la veille sur ce qui se dit sur le monde de la bijouterie dans Reddit, et avoir des avis clients en temps réel. Alors pourquoi il faut miser sur les communautés? Tout simplement parce qu'en termes de business, c'est très intéressant. 75% des fans d'une marque, d'une enseigne, sont plus enclins à dépenser sur des produits qui sont liés à leur fandom, donc c'est les choses qu'ils adorent, dans lesquelles ils sont fans. Et 80% des Gen Z veulent être définis par ce qu'ils aiment, par leur passion, par leur hobby, et pas par leur catégorie d'âge. Et donc ça permet, notamment quand on est une marque, une enseigne, de se démarquer, de créer une communauté, un hub communautaire autour de sa marque, autour de ses magasins physiques, ou autour de soi quand on est un gérant, un patron de marque, d'enseigne, et de créer du lien physique et du coup de la fidélisation. Et donc je vous montre ici, c'est O Boticario, donc qui est une marque de cosmétiques brésilienne, qui a fait, et je vous conseille d'aller voir la pub sur YouTube, qui a fait une pub fantastique pour la fête des mères, où en fait il se mettait à la place des mamans qui gèrent des ados avec des smartphones, et donc là on voit le début de la pub, c'est une tempête, avec un enfant qui veut pas lâcher son smartphone, une maman qui lui crie dessus, qui s'énerve, un enfant qui souffle, qui claque sa porte, bref, et on voit toute la détresse de sa maman qui repasse le fil de sa vie avec son fils
du plus jeune âge, les émotions, et elle se pose la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis une mauvaise mère? Et il a plus d'amour pour moi, ainsi de suite. Et puis derrière, ça se finit bien, le lendemain, l'enfant s'excuse, ils se font un câlin et il comprend les choses. Et tout ça, ça a fait un super buzz au Brésil. C'est pas pour faire de la vente, c'est simplement pour dire, en tant que marque, aux mamans, on vous comprend. Maman, c'est un métier très compliqué. Il y a des hauts, des bas, c'est difficile, mais on est là pour vous soutenir, on est là pour vous. Et ça, je trouve que dans le message, de réhumaniser sa communication avec de l'empathie, ça a fonctionné et ça a fait un carton. Et ça a fait un carton, du coup, derrière celui sur les ventes. Donc, allez voir sincèrement au Boticario, c'est très très intéressant comment ils utilisent le levier du sentiment et de l'humanité pour faire le buzz et générer le business. Le retail, c'est aussi de la culture, une expérience culturelle. On voit d'ailleurs, ça se rapproche beaucoup de partenariats, donc Gap avec Katsai sur le côté K-pop, The Kid Laroi. Alors moi je connaissais pas, mais c'est un chanteur dont les Gen Z sont fans. A ouvert une boutique à New York, donc je suis passé le matin à 9h. Il faisait 0 degré, une file d'attente de 500 mètres de long pour aller acheter un t-shirt avec la photo de sa star préférée. Donc en fait, on voit que ces jeunes générations ont besoin de se reconnecter. Ils ont des codes culturels, donc il faut, quand on est un retailer, embrasser ces codes culturels, les intégrer dans sa stratégie, les intégrer dans ses partenariats pour attirer cette jeune génération en magasin physique qui aura besoin de se reconnecter et qui se sent appartenir à des communautés, à des guildes même, via ce côté culturel, musique, mode et ainsi de suite. Donc je pense qu'il y a vraiment énormément de choses à faire sur le sujet. Et donc, vous voyez, chez Gap, ça a généré énormément de trafic en magasin et donc du business, puisque tous les produits brandés Cat Size étaient sold out. On a une valorisation aussi du licensing. Ici, un café aux États-Unis, il y a des cafés Hello Kitty maintenant, où les fans d'Hello Kitty viennent et veulent absolument prendre un café, acheter du merchandising, acheter un petit cupcake en fonction d'Hello Kitty. Moi, ça ne me parle pas, mais ça parle aux jeunes générations. Par exemple, ma fille de 17 ans, quand je lui ai montré qu'il y avait ça, même celle de 13 ans, elles étaient folles, dingues. Elle dit, ah, c'est dommage, on a passé à Paris, on veut aller voir ça, ainsi de suite. Bref, moi, ça me déconcerte, mais ça fonctionne. En tout cas, ça permet de générer du flux. Encore une fois, valorisation de la marque, valorisation de l'expérience, avec un partenariat, avec un code et des communautés. Nike fait la même chose. Nike a des soucis. Eh bien, ils ont lancé des partenariats avec Lego. Donc chez Nike, sur la 5e avenue, vous pouvez acheter des chaussures Lego. Pareil chez nous en France, la même chose, parce qu'ils essaient d'attirer la communauté des Lego, des fans de Lego, en magasin physique pour qu'ils deviennent des clients Nike. Je sais pas si vous vous souvenez, on a visité le magasin Skims de Kim Kardashian l'an dernier sur la 5e avenue, qui est en face du magasin de la 5e avenue, d'ailleurs Nike. Eh bien maintenant, Nike a fait un partenariat avec Skims. Dans tous ces Nike, il y a un des corners Skims pour attirer bien également les fans de la marque de Skims et les fans de Kim Kardashian en magasin physique. Toujours dans cette quête de générer du flux parce que Nike est un peu en perdition. Ils ont voulu trop digitaliser et du coup ils ont perdu du sens là-dessus et donc ils essaient de se reconcentrer, de ramener du flux en magasin physique avec ces logiques de partenariat. Donc c'est très intéressant. Et puis on a Gymshark toujours dans le sport pardon, sur New York qui a ouvert une boutique, mais une boutique comme une salle de sport. Et donc au dernier étage, vous avez des douches, des casiers et vous pouvez prendre des cours de pilates, de crossfit, d'aerox, ainsi de suite. Donc courir dans les rues de Manhattan, venir faire des exercices ici, ainsi de suite. Et en dessous, sur les autres étages, eh bien c'est un magasin. Donc on veut fédérer la communauté du fitness, de running, on fait des clubs de running aussi. On veut fédérer la communauté des sportifs de Manhattan, Sud, parce que c'est à Soho, autour du magasin physique, pour redonner du sens. Ici, alors c'est très lié au sport, mais c'est Dick's Sporting Goods qui a créé le House of Sport, où là on a des hubs pour les fans de sport. Vous pouvez venir en magasin physique, c'est comme si vous alliez à Decathlon faire vos cours de baseball, vos cours de golf. Il y a des simulateurs ou
prendre des cours d'escalade, faire vos sports au sein du magasin physique. Alors c'est payant, hein. Vous pouvez faire 1 heure de simulateur de golf avec un pro du PGA, donc un enseignant de golf, qui est aussi un vendeur, d'ailleurs, sur le simulateur pendant 1 heure pour $80. Donc ça, on essaie de trouver aussi de nouveaux leviers de business, on recrée du lien, et les fans de golf ou les fans d'escalade ou de foot et ainsi de suite vont venir en magasin, parler avec un ambassadeur qui est une figure, en l'occurrence un pro de golf, va vous donner des conseils et ainsi de suite, pour travailler votre swing, mais aussi évidemment peut-être mieux vous équiper et augmenter le chiffre d'affaires et trouver des leviers ou simplement de la vente, de services là-dessus, et on crée un véritable hub, une véritable communauté de sportifs autour du magasin physique ici. Donc c'est le magasin en l'occurrence ici qui est dans le New Jersey. Donc vous l'avez compris, pour moi, le magasin est l'essence même et le facteur de différenciation à l'heure de l'IA, de la toute automatisation. C'est vraiment le magasin physique qui va faire la différence. Et quelques chiffres qui vont dans ce sens-là, c'est les dépenses des consommateurs américains, c'est le Gen Z, entre la propriété, le fait de détenir un produit, ou d'acheter une expérience. Eh bien, avec le Covid, ça avait chuté, et depuis le Covid s'est terminé, et alors là c'est les chiffres jusqu'en 2022, mais ça s'est continué derrière, eh bien, les Gen Z vont privilégier en majorité, s'ils doivent arbitrer, une expérience versus un produit physique. Donc ça veut dire, vous vendez des produits physiques, mais il faut aussi pouvoir vendre des expériences aux utilisateurs, aux consommateurs, dans ces magasins, et ça, c'est vraiment un facteur de différenciation. On a des choses qui ont été menées comme dans la parfumerie, comme Koya, qui est une parfumerie qui a été déployée en forêt, et il fallait faire un trek à peu près marcher après 1 heure, 1 heure et demie en pleine forêt pour accéder à la boutique avec des parfums exclusifs. On peut tout à fait imaginer une opération d'un bijoutier ou d'une marque de joaillerie ou de montre, de la même chose, d'aller dans un lieu très spécifique où il y a un effort, ça se récompense pour pouvoir acheter une montre, par exemple, en édition limitée. Plein de choses comme ça, ce qui va permettre aux gens de se reconnecter, à générer aussi la communauté de fans autour de la marque de montre, par exemple, sur un lieu physique atypique. Bref, je pense qu'il y a vraiment des choses, des activations à créer comme ça, très intelligentes, très smart, pour reconnecter aussi les gens à la nature, à la communauté, aux échanges humains par ce biais-là. Et donc j'ai trouvé que cette opération de Koya était très intéressante. Je sais pas si vous êtes au courant, mais les ados adorent se prendre en photo, alors soit pour poster sur Instagram, mais aussi dans la vraie vie physique. À Paris, ça cartonne, à New York, ça cartonne aussi. Vous avez des magasins avec des photomatons où des ados, des jeunes adultes viennent à 2, 3, 5, 10 prendre des photos d'eux. C'est imprimé et ils gardent un souvenir. Donc ils se reconnectent socialement sur quelque chose que nous on faisait quand on était ado, qu'on avait sa chérie ou son chéri, on est dans le photomaton, on prenait une photo à deux ou avec ses amis, en faisant des grimaces et des choses comme ça. Et bien ça c'est redevenu à la mode, c'est redevenu un business. Donc peut-être que si vous avez la place dans votre boutique, insérez un photomaton avec des choses ludiques, rétro, vintage, pour faire venir les ados se prendre en photo. Et c'est un vrai business. Alors à New York, le prix, c'est pour 10 planches, c'est $80. Évidemment, il y a un petit café, ils vont consommer des gâteaux, ils vont faire un goûter, ainsi de suite. Et ils y passent 2 à 3 heures. À Paris, c'est la même chose. C'est plein à craquer. Là, moi, quand j'étais dans le magasin ici à New York, il y avait une quarantaine de personnes. Dingue. Buck Mason, c'est une marque de vêtements californienne et un magasin magnifique qui a ouvert, alors hommes et femmes, hein, mais là c'est un magasin homme sur Broadway et qui fonctionne comme une sorte de chalet, appartement hyper cosy, hyper chaleureux, tout est en bois. Alors dès qu'on rentre dans le magasin, dès le début, vous avez quelques vêtements, mais surtout un café. Et les gens se posent et vous avez un espace à l'entrée que vous voyez là sur la gauche avec des canapés, des livres, parce que c'est aussi une librairie. Vous pouvez acheter tous les livres qui sont ici. Vous pouvez aussi acheter des livres, des disques, pardon, des vinyles. Et vous pouvez acheter évidemment les vêtements. Et sincèrement, le magasin, moi, quand je suis entré dans le magasin, je me suis dit,
J'aurais pu louer ça comme un appartement pour me faire 4-5 jours à New York avec des amis. Euh, les vendeurs, aucun vendeur ne court, c'est interdit chez pour eux. Ils doivent tous avoir une marche tranquille, cool, chill, pour avoir un sentiment, pour apaiser les visiteurs. Il y a de la musique avec des vinyles, avec deux musiques différentes parce qu'il y a deux étages. Et sincèrement, on s'y sent super bien. On a envie de se poser dans les canapés, de parler avec ses amis, et ça fonctionne. C'est plein à craquer, et les gens passent un bon moment. Ils sont hyper détendus et ils consomment. Donc sincèrement, vous voyez, on peut recréer du lien tout simplement avec le design, l'ambiance qu'on crée, l'atmosphère qu'on met, et le côté vintage étant très très à la mode aujourd'hui auprès des jeunes générations. Eh bien, eux, ils surfent dessus. Tecova, alors c'est une marque super connue au Texas. Si vous allez à Austin, je vous conseille d'aller au magasin de Tecova et Allen's Boots, c'est deux magasins sur les Santiago et pour des chapeaux aussi. Et ben là, ils ont ouvert une boutique à New York. Ils ont importé le Texas au sein de Manhattan, en l'adaptant évidemment au code de Manhattan. Toutes les chaussures sont faites à la main. Il y a 200 points de production sur ces chaussures customisées. Vous pouvez les faire personnaliser évidemment ici. Euh, il y a des concerts. Quand j'y étais, il y avait un petit concert de country ici. Et il y a un bar au milieu du magasin, dans lequel vous pouvez poser un bar magnifique avec des super cocktails. Et quand j'ai fait le store tour avec des clients, les gens ne voulaient plus partir. Donc c'est que ça fonctionne. On a créé un lieu événementiel de transactions, mais aussi où on se sent bien. On a envie de rester, se poser dans les canapés en cuir, tout en sirotant un cocktail. Ça fonctionne très bien. So enfin Louis Vuitton à So, pardon, a créé aussi un espace vintage aussi rétro où ils ont repris les codes de l'hôtellerie du début des années 1900 avec ce côté bagagerie mis en avant, expérientiel. Il y a aussi un atelier de réparation. Bref, on est transporté. Il y a un bar à champagne. On est transporté dans un hall d'hôtel de luxe au siècle précédent et sincèrement on est vraiment transporté, on a limite envie d'acheter du Louis Vuitton, on se sent valorisé par ce biais-là. Ici, c'est le printemps. Si vous retournez à New York, allez au magasin au Wall Street du printemps. C'est le plus beau magasin du monde. C'est incroyable. Ça a été designé de manière magistrale. Il y a différents espaces. C'est hyper chaleureux, hyper urbain, mais aussi hyper cosy. Vous avez un tunnel ici sur les produits de beauté. Vous avez des spas à l'intérieur. Vous avez un rayon chaussures magnifique dans une salle classée, un espace classé qui est une des rares salles classées de New York. Il y a des restaurants sublimes. Il y a deux restaurants sublimes dans le magasin. Bref, on sent le French art de vivre, comme ils disent, ou la French touch, transpirer ici dans le magasin Printemps. Alors, la logique héroïste n'est pas forcément le premier point. Le premier point, c'est vraiment de faire de la promotion de la marque du Printemps. C'est aussi dans l'immeuble qui est détenu par le fonds d'investissement qui détient le Printemps. Donc ça explique aussi le pourquoi du comment. Mais sachez qu'il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une ville américaine qui contacte le responsable du magasin pour que le Printemps ouvre une boutique dans sa ville. C'est assez dingue, ça a fait le buzz, ça cartonne. Et on est vraiment dans la promotion de la France et du Made in France ici au printemps, mais surtout ce qui est intéressant, c'est le design et le magasin est juste sublime. La personnalisation, ça fonctionne, ça cartonne chez Crocs avec les G-Beats. Faut savoir que Crocs, c'était complètement has-been il y a encore 10-15 ans. Et maintenant, ça cartonne. J'imagine que tous vos ados ont des Crocs avec des petits G-Beats. Donc, c'est les petits POC là que vous mettez sur les trous des Crocs pour les customiser. C'est un vrai business. Et Asso, ils ont ouvert un nouveau magasin. C'est le temple de la personnalisation. Il y a même des petits corners ici, comme vous voyez sur les photos, où vous pouvez être avec un vendeur pour vous aider à mieux personnaliser vos produits. Il y a aussi l'aspect licence. Il y a des licences Star Wars, Hello Kitty qui cartonnent là-dessus. Et puis, vous avez une autre boutique dans la personnalisation qui est à Brooklyn, qui s'appelle Vitals, où là, on va personnaliser des sacs à main, des petits bijoux. Évidemment, il y a un petit café. Et là, il y a des ateliers. On fait des ateliers de personnalisation, des petits bracelets, des colliers qu'on va faire pour ses amis. On va, ou pour les sacs. On va évidemment pouvoir prendre son goûter ici, faire la pause thé, café, et ainsi de suite. C'est un magasin qui cartonne à Brooklyn.
la cible, moi quand j'y étais, c'était beaucoup des jeunes femmes entre 20 et 30 ans. Donc c'était un jeudi après-midi. Donc voilà, donc, intéressant de voir que la personnalisation, customisation devient aussi un business à part entière, crée de la valeur, que ce soit via des ateliers ou via la vente de petits goodies, de petits accessoires. Target a créé un tunnel de curation dans son nouveau magasin ici à Soho. Donc, vous rentrez par ce tunnel-là pour avoir de l'inspiration sur la saison, sur les créateurs, et puis au fond, ça se termine par un hub autour de la beauté avec des marques de K-beauty, de marques coréennes de beauté. Alors ça cartonne partout dans tout le retail américain. Il y en a à tout va. Même en France, si vous allez sur le printemps, aux Galeries Lafayette, vous avez des corners de K-beauty maintenant. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que sur la curation, il y a une partie qui est faite par le siège et une partie qui est faite par les collaborateurs du magasin. Et ce qui est dingue, c'est que le rez-de-chaussée est juste magnifique et au sous-sol, on retrouve un Target très moche avec des produits en rupture. Bref, il y a 2 salles, 2 ambiances en fonction de là où vous êtes dans le magasin. Je vous disais, la K-beauty est partout. Elle est chez Old Navy, Gap, H&M. Là, H&M, faut savoir qu'ils ont des sortes de Sephora en propriété dans les Nordics, notamment. Là, donc là, c'est un magasin à Helsinki que j'ai pu voir. Old Navy à New York, donc qui fait partie du groupe Gap. Dès que vous rentrez dans le magasin, vous voyez pas des vêtements, vous voyez le corner beauté. C'est comme si vous allez demain chez Kiabi et quand vous rentrez dans le magasin, vous avez que des produits de beauté avant de voir les vêtements. C'est exactement la même chose et ça fonctionne. Ça génère du trafic, du flux de jeunes ados qui veulent absolument acheter les derniers produits coréens de beauté. Et puis, on parle beaucoup de magasins, d'espace. Et là, j'ai trouvé le plus petit magasin de Manhattan, qui est un magasin de beauté, et qui est juste génial. Alors, moi, je suis passé devant, j'ai pas fait attention, puis je me suis arrêté, je me suis dit, tiens, c'est bizarre ce côté rétro vintage. J'ai regardé un peu de loin, et il y a énormément de gens qui s'arrêtaient, qui repartaient avec des produits. Donc, je me suis approché, et il y avait une vendeuse, et ça, c'est juste, on revient au basique en fait, mais qui était juste exceptionnel dans son approche, dans sa manière de vendre le produit, de démontrer les produits, et ça fonctionne en fait. On parle des IA et autres, mais en fait le facteur, c'est peut-être l'opérateur humain, ou l'IA humaine, ou l'agent humain, qui va faire la différence. Il n'y a pas besoin ici, vous voyez, c'est le plus petit magasin, il doit avoir 2 mètres carrés, et il y a de la vente, il y a de la transaction, on fait la promotion. Tous les produits ici ont été chinés par le fondateur de la marque. Ils ont customisé et designé le mini magasin qu'avec ces produits chinés. Et ça crée une histoire, ça crée un storytelling. Et la vendeuse était vraiment exceptionnelle au terme de ses arguments de vente, de démos, sans être trop pushy, vraiment dans l'accompagnement. Bref, à faire. Bijouterie, parce qu'il faut quand même que je vous présente une bijouterie, concierge, qui s'appelle Ring, le magasin, et qui va vraiment vous mettre la relation humaine. Donc c'est très minimaliste dans le design, et puis vous avez vous voyez derrière les rideaux des espaces de personnalisation où une conseillère va vous accompagner, va discuter avec vous, échanger autour d'un café, d'un thé, sur votre projet de bijoux, d'alliances, parce que vraiment leur gros business c'est sur les alliances. Et un truc qui est assez marrant, c'est qu'ils donnent une carte de visite, et en fait c'est eux qui marquent à la main leur nom, prénom, leur mail et leur numéro de téléphone, pour avoir une trace humaine de cette relation-là, et donner de la valeur quelque part à la carte de visite, parce que vous l'avez vu écrire, prendre son temps en plus pour écrire ça, donc ça donne une valeur à la carte de visite, autrement que simplement la prendre comme dans un petit rack où on vous la donne, elle est imprimée. Et donc j'ai trouvé ça très très malin, et c'est un magasin qui se déploie, une enseigne qui se déploie, et ça fonctionne très bien. Il y a une gamme pour les hommes, une gamme pour les femmes, les gens viennent en couple, ou pas d'ailleurs, et il y a tout cet aspect accompagnement qui est primordial ici dans la boutique, une boutique très minimaliste, aérée et autres, et on est aussi dans du sur-mesure évidemment. Donc si je dois conclure avant de prendre vos questions, eh bien moi si je suis retailer demain, il faut que j'ai quand même des expériences connectées de bout en bout, notamment si j'ai un site e-commerce.
Il faut de la personnalisation. L'IA c'est bien, mais il faut personnaliser, mettre de l'humain, actionner le facteur humain à travers la communauté, à travers les expériences, et puis créer vraiment un storytelling. Nous, êtres humains, on a besoin de se connecter, on a besoin de vivre des émotions, donc il faut créer des émotions dans les magasins physiques. Et c'était vraiment le message global de la NRF, c'est ce qui transpirait partout, hein. C'était la reprise en main de l'humain dans la relation client, pour pas finir comme dans Wall-E, pour ceux qui ont la référence du dessin animé. Voilà, je vous remercie, je suis à votre dispo pour vos questions, bien évidemment. Merci beaucoup, ça fait des années que je saoule tout le monde avec Claude, donc je suis ravi que ça devienne une prescription officielle. Ah, c'est officiel, je le dis à tout le monde, hein, sincèrement, allez-y. Alors je confirme pour le qu'on côté, est saoulé. Ouais. Ouais. Mais il a raison, sincèrement, il a raison. C'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre. Il faut bien toujours une première question. J'avais prévu de parler de OpenClaw, mais bon voilà, c'est fait. Du coup, je vais me rabattre sur autre chose. C'est sur tout ce qui est lieu d'expérience. Ça transpire. C'est le cas dans énormément de boutiques, effectivement. Je me souviens des cafés Capital One où en fait c'est une banque, mais c'est presque plus un café. Et à la fin, on se demande comment ils font de l'argent. Toute cette dimension, elle peut se comprendre pour des gros groupes où entre guillemets ils ont des locomotives qui tirent les wagons ailleurs et ils peuvent se permettre de consacrer un peu d'argent sur un lieu qui soit un peu plus neutre. Est-ce que c'est compatible avec une logique de PME et de ROI? Bah, sincèrement, je pense que oui. Typiquement, le magasin qui faisait un petit peu des bijoux goodies et des sacs à main, la Vitals à Brooklyn, ils ont 4 ou 5 enseignes, hein, simplement. Mais eux, ils ont fait un hub de connexion sociale, de créativité, tu vois, avec les ateliers de personnalisation, plus la partie un petit peu café et autres. Et a priori, ça fonctionne. Et c'est pas forcément une grande chaîne internationale. Donc, je pense que oui, le tout, c'est de redimensionner et je pense de remettre l'humain et l'expérience là-dessus, avec des services, avec des attentions aussi, comment on est accueilli, comment on prend soin et comment on se différencie. Alors, si je fais entre une chaîne multinationale de bijouterie et un petit créateur qui a peut-être 2, 3 boutiques, comment j'arrive à me différencier par ce biais humain, tout simplement, sans forcément réinventer des choses monstrueuses, parce que la logique évidemment elle est business derrière. Mais je pense qu'il y a plein de petites attentions qui peuvent se démarquer et faire la différence. On avait une question dans le chat aussi, pardon. Vas-y, ouais, Nicolas. Non, moi je le vois sur plein de boutiques, notamment. Alors c'est plus dans la mode, même sur des plus petites enseignes où ça fonctionne à l'humain. Et quand je parlais de Sickmans, sincèrement, moi je connaissais pas. C'est la vendeuse avec sa dimension et son empathie et la manière de l'approche très amicale, proximité, mais à l'américaine, mais moins fake que d'habitude en fait, qui a fait la différence. Mais ça a fait la différence. Et je trouvais que c'est pour ça que je dis, en fait, c'est elle qui fait tourner toute la boutique. Ça n'a rien à voir avec la qualité du produit. J'enchaîne avec la question sur le chat de Frédéric, qui évoquait tout à l'heure, que tu évoquais, une IA pour actualiser les prix, permettre de voir le cours de l'or sur le site du e-commerce. Est-ce que tu as quelques noms à donner? Alors déjà, vous pouvez demander à Claude de le faire. Vous pouvez tester Claude. Mais ça peut être un bon use case, justement, de voir est-ce que Claude arrive à vous faire ça, à vous automatiser ça. Il y a le nom de la startup sur le slide, sur la photo. Je crois que c'était ProfitMind de mémoire. Et il y a également Romy aussi qui sont sur les slides là-dessus. On partagera les slides juste après la réunion avec le replay du webinaire, je précise. Il y avait d'autres questions dans le chat ou j'ai pas regardé? Non. Des commentaires sur ce qui est. J'en ai une. Bonjour, salut Nicolas. En fait, merci déjà pour la présentation, super claire. Donc moi, je me mets aujourd'hui dans la position d'un indépendant en bijouterie, d'un détaillant. Moi, je sais personnellement qu'il existe beaucoup d'outils pour les accompagner, mais à peu près sur tous les axes finalement du développement de leur activité.
est-ce que tu aurais des recommandations à faire en particulier dans tout ce que tu as vu? Alors c'est peut-être pas simple comme ça, mais vraiment pour les aider au quotidien et non pas faire de l'IA aujourd'hui l'ennemi juré. Parce Ouais, qu'on bien sait sûr. très bien, on sait très bien que l'ennemi, ça va être le bijoutier qui va très bien l'utiliser. C'est lui en fait qui va devenir le vrai concurrent en fait. Donc comment tu vois vulgariser un peu tout ça? Alors, moi, ce que je ferai, c'est que je vais mettre à jour le slide. Je vais mettre deux outils qui peuvent être pas mal, notamment pour les PME. Un qui s'appelle Limova, qui permet. Alors, c'est sur un abonnement. Alors, je vais pas vous dire de bêtises sur les prix, mais c'est un certain coût. Mais je crois que c'est de l'ordre de 1 000 € à l'année. Vous avez plein d'agents IA. Vous pouvez entraîner et adapter à vos business. Et même, il y a même un agent IA qui peut répondre au téléphone. Par exemple, le samedi après-midi, vous n'avez pas forcément la possibilité de répondre au téléphone. Bah, lui, il peut répondre au téléphone, répondre à quelques questions basiques sur les heures d'ouverture qui est présent, enfin, ou la promo du moment ou des choses comme ça. Alors c'est 1 000 € je crois à l'année, mais de mémoire, hein. Donc je vous mettrai ça. Il y a également une suite plus on va dire un peu à la Microsoft Windows, mais boosté à l'IA, un peu mieux que d'ailleurs ce que fait Microsoft sur le sujet, qui s'appelle Delos, qui est une société française, donc dont les données aussi sont hébergées en Europe. Donc ça permet aussi de répondre à ça, et qui permet d'analyser des documents financiers, de peut-être même lui demander de dire voilà mes bilans sur mes magasins, où est-ce que je dois m'améliorer, quels sont les points de friction, parce qu'on n'est pas tous des experts de la finance. Donc ça peut être utilisé là-dessus. Donc voilà, donc il y a des choses comme ça, des petits outils très simples. Alors évidemment ça a un coût, hein. On peut s'entraîner sur le gratuit déjà pour s'éduquer et puis après quand on se sent prêt passer tester là-dessus. Je sais que l'Imova il cartonne sur le sujet et d'ailleurs je crois qu'ils sont même passés il y a même une vidéo avec Légende Guillaume Play où ils étaient intervenus pendant 1 heure pour expliquer ce qu'ils faisaient. Donc vous pouvez aussi écouter ça. Ça peut être intéressant pour voir si ça peut vous parler. Mais effectivement, il y a des outils comme ça, mais je pense que le mieux, en fait, c'est de tester et de voir les limites par soi-même. Il faut pas se sentir dépassé, en fait. Aujourd'hui, sachez que si on prend ça à l'échelle de la population française, on peut-être, allez, 5% qui utilisent quotidiennement, même pas dans les business, quotidiennement l'IA. Donc on n'est pas complètement à la rue si on l'utilise pas aujourd'hui. Par contre, faut s'y mettre. Faut Oui, tester. Et c'est comme sûr. dit Hervé, tester Claude. Et oui, je me fais aussi le harcèlement sur Claude, mais sincèrement, c'est hyper important. Mais je ferai une mise à jour, je mettrai 2, 3 screenshots de ces outils-là, comme ça vous les aurez dans le deck. Merci. Donc effectivement, oui, les Nike Lego ont été sold out, notamment aux États-Unis. Pour rebondir sur le commentaire dans le chat. L'autre question. Il y a des cafés Laboubou en Asie. Aux États-Unis aussi, ça arrive. Alors, il faut savoir il y a une vague du soft power coréen, kawaii, qui déferle en Europe et aux États-Unis là-dessus. Et c'est assez dingue. Et on le voit d'ailleurs avec des licences comme Miniso et autres qui cartonnent là-dessus sur les produits dérivés, le licensing. Il y a peut-être aussi des sujets, du travail à faire sur des bijoux, notamment pour ados et autres, avec ces licences, de voir comment les exploiter. Alors je sais pas comment ça se fait hein, quand on est un petit bijoutier ou un grand bijoutier, j'imagine que c'est plus simple. Mais il y a peut-être des choses à travailler là-dessus, en tout cas sur cette notion de KY pour toucher les jeunes générations. C'est l'heure de la clôture. C'est le moment si vous avez encore des questions. Sinon, on se dit rendez-vous au prochain webinaire. Et Merci beaucoup. bon Claude. Merci Nico.
Merci à vous. Merci à tous. On va demander à Claude Merci. le sujet du prochain webinaire. On fera sur Claude. Au revoir.